Chapitre 1, le message final. Charlie Martin avait toujours respecté la force de sa mère. Alors même que May Martin gisait immobile dans le lit de l'hospice, ses cheveux argentés étalés sur l'oreiller stérile. Sa présence avait quelque chose de résolu. L'AVC lui avait volé la voix, mais Charlie savait qu'elle se battait encore quelque part dans ce corps défaillant. Elle est insensible, murmura l'infirmière Patricia, vérifiant les moniteurs avec une efficacité éprouvée. J'ai peur qu'elle ne passe pas la nuit. La femme de Charlie, Amber, lui serra l'épaule avec ce qui lui sembla être un réconfort sincère. J'ai besoin d'air, dit-elle d'une voix émue. C'est juste que c'est trop. Elle l'embrassa sur la joue et le laissa seul avec sa mère. Charlie rapprocha la chaise du lit, scrutant le visage de May à la recherche d'un quelconque signe de conscience. À 62 ans, il avait hérité de la volonté de faire de sa mère et de l'allure militaire de son père. Le sergent Harold Martin était mort quand Charlie avait 15 ans, laissant May l'élever avec un mélange d'amour dur et de soutien indéfectible. Alors qu'il ajustait sa couverture, quelque chose se froissa dans la poche de sa chemise de nuit. Charlie hésita. May avait toujours été farouchement réservé, mais le poids du moment l'emporta sur ses réserves. À l'intérieur, il trouva une petite clé en laiton attachée à un morceau de papier plié. L'écriture de sa mère, bien que plus tremblante que dans ses souvenirs, était indubitable. Mon fils, si tu lis ceci, il m'est arrivé quelque chose de grave. Va dans le vieux casier militaire de ton père pour trouver la vérité. Ne fais confiance à personne tant que tu ne sais pas tout. Maman. Les mains de Charlie tremblaient légèrement en relisant le mot. Le casier de son père était rangé dans le garage de May depuis des décennies, prenant la poussière parmi les décorations de Noël et les souvenirs oubliés. Quelle vérité pouvait bien s'y cacher? Les appareils surveillant les constantes vitales de sa mère se mirent à biper plus rapidement. Les infirmières se précipitèrent, le visage sombre, s'efforçant de stabiliser son état. Charlie recula, serrant la clé et le mot, tandis que les professionnels de santé s'efforçaient de maintenir May Martin en vie. 3 heures plus tard, elle avait disparu. 2 jours plus tard, aux funérailles, Charlie observa les visages autour du cercueil de sa mère avec une suspicion renouvelée. Amber se tenait à ses côtés, vêtue d'une robe noire trop moulante pour le deuil, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Voisins, vieux amis et parents éloignés lui présentèrent leurs condoléances avec une compassion éprouvée. Gérard X, son associé depuis 8 ans, posa une main lourde sur l'épaule de Charlie. Mais était une femme remarquable, dit Gérard, sa voix empreinte de la confiance sereine qui avait fait son succès dans leur entreprise de construction. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de congés, d'aide pour les préparatifs, n'hésitez pas à le dire. Charlie hocha la tête, scrutant le visage de Gérard. Ils avaient bâti Martin et X Construction de A à Z, mettant en commun leur expérience militaire et leur connaissance en construction pour en faire une entreprise rentable. Gérard avait été comme un frère pour lui. Mais le mot de May avait semé le doute, un doute qui prenait déjà racine. Ce soir-là, après le départ de la dernière personne en deuil et le coucher d'Amber, prétextant l'épuisement, Charlie se rendit chez sa mère. Le garage sentait l'huile de moteur et la sciure de bois. Une odeur familière qui lui rappela ses apprentissages de menuiserie aux côtés de son père. Le casier à chaussures était là, exactement là depuis 20 ans, sous une bâche bleue dans un coin. Charlie utilisa la clé de sa mère pour ouvrir la lourde serrure, et le couvercle grinça en se soulevant. À l'intérieur, sous les décorations militaires de son père et de vieilles photos, Charlie trouva une enveloppe en papier craft réservée à ses yeux. Son cœur battait fort en l'ouvrant et découvrit 3 objets qui allaient tout changer, des photos de surveillance d'Amber et Gérard ensemble, des relevés bancaires montrant des virements de leur compte joint vers un compte privé au nom de Gérard, et une lettre de maître datée d'il y a seulement 6 mois. Charlie, commençait la lettre, j'ai découvert la liaison d'Amber et Gérard il y a 18 mois. J'ai engagé un détective privé, Joe Medina, pour tout documenter. Je ne voulais pas gâcher ton bonheur sans en être certain. Mais maintenant, j'ai la preuve qu'ils ont prévu de tout te prendre. Gérard a manipulé les comptes de l'entreprise et Amber a transféré de l'argent de tes comptes. Il pense que tu es trop confiant pour le remarquer. Il se trompe. Tu es le fils d'Harold Martin. Charlie était assis dans le garage moisi, à contempler les photos de sa femme et de son meilleur ami enlacés devant un hôtel du centre-ville. Il se sentait serré dans la poitrine, mais ce n'était plus du chagrin. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Le dernier objet dans l'enveloppe était une carte de visite de Joe Medina, détective privé, avec un mot accroché dessus. Joe a tout. Il attend ton appel.
Chapitre 2. La chaîne révèle. Charlie a passé la nuit dans son bureau à la maison, à contempler les photos et les documents jusqu'à l'aube. Lorsqu'Amber l'a trouvé là, toujours vêtue de son costume de deuil, elle s'est précipitée à ses côtés, visiblement inquiète. « Oh, chérie, tu as l'air épuisée », a-t-elle dit en passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants. « Viens te coucher. Tu as besoin de repos. » Charlie leva les yeux vers sa femme, après 15 ans de mariage, et étudia le visage qu'il avait autrefois aimé inconditionnellement. Amber avait vieilli avec grâce, ses cheveux auburn toujours épais et brillants, sa silhouette entretenue grâce à des cours de yoga coûteux et des séances de coaching personnel qu'il avait payées sans poser de questions. Il se demandait maintenant combien de ces séances avaient été passées avec Gérard. Je repense sans cesse à ce que maman avait dit avant l'AVC. Charlie avait menti avec aisance en disant que la famille était la seule chose qui comptait. Les mains d'Amber restèrent immobiles un instant. Elle était probablement confuse. Les AVC de Charlie affectent la mémoire et la parole. Peut-être. Charlie se leva et l'embrassa sur le front, remarquant une légère tension à son contact. Je pense que je vais accepter l'offre de Gérard pour un peu de repos. On pourrait peut-être faire ce voyage dans le Colorado dont tu rêvais. Son visage s'illumina d'un enthousiasme apparemment sincère. Sérieusement? Qu'en pensais-tu? Le mois prochain, peut-être. Laisse-moi le temps de mettre de l'ordre dans les affaires de l'entreprise. Après qu'Amber soit parti pour son cours de yoga du matin, Charlie appela Joe Medina. Ils convinrent de se rencontrer. Dans un restaurant à 20 mètres. De la ville, loin de tout endroit où il aurait pu croiser des visages familiers. Joe Medina était un homme trapu d'une 50aine d'années, au regard intelligent et à l'allure de quelqu'un qui avait trop vu les pires pulsions humaines. Il glissa un épais dossier sur la table du restaurant à Charlie. Ta mère était minutieuse, dit Joe. Elle voulait des preuves irréfutables avant de te dire quoi que ce soit. Le dossier contenait 18 mois de documents, des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, des photographies prises à plusieurs endroits et, plus accablant encore, des conversations enregistrées entre Amber et Gérard discutant de leur projet. Ils n'ont pas qu'une liaison, expliqua Joe tandis que Charlie feuilletait les preuves. Gérard a systématiquement transféré les actifs de l'entreprise dans des sociétés écrans qu'il contrôle. Votre femme vous a aidé en liquidant progressivement vos investissements personnels et en transférant le produit sur des comptes ouverts par Gérard. Charlie serra les dents en lisant les documents financiers. Combien? Estimation prudente. Ils ont volé environ 2 millions au cours de l'année écoulée. Mais voici le plus intéressant, ils préparent quelque chose de plus important. D'après ce que j'ai pu voir. On a observé qu'ils se préparaient à disparaître complètement dans les 6 prochains mois. Charlie leva les yeux des documents. Disparaître? Joe hocha la tête d'un air sombre. Gérard s'est forgé une nouvelle identité. Faux passeport, faux permis de conduire, tout le tralala. Votre femme n'est pas encore au courant. Elle pense qu'ils vont divorcer et déménager dans un autre état. Mais Gérard prévoit de disparaître avec tout, y compris son argent. Le fils de prévoit aussi de la trahir. Ça va mieux, continua Joe. J'ai des images de surveillance de Gérard rencontrant Tommy Carvey, un rustleur connu, spécialisé dans le transport de biens volés. Ils ont discuté de la façon de liquider l'équipement lourd de votre chantier sans éveiller les soupçons. Charlie sentit son entraînement militaire reprendre le dessus. Le même esprit d'analyse froide qu'il avait maintenu en vie pendant 2 missions en Afghanistan. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était la guerre, et il se battait avec une main attachée dans le dos parce qu'il ignorait qu'il y avait une bataille. Qu'avez-vous d'autre? Joe sourit sombrement. Votre ma-mère était futée. Elle m'a demandé d'enquêter plus en profondeur sur les antécédents de Gérard. Il s'avère que Gérard X n'est pas son vrai nom. Il s'appelle en réalité Gérard Hoffman et il a des antécédents dans ce genre de choses. 3 autres entreprises dans 2 états différents, même schéma, gagnent la confiance, détournent des actifs, disparaissent. Autres victimes, 2 sont décédés, accident suspect. Le 3e, un homme nommé César Murphy en Arizona. Il est toujours en vie, mais a tout perdu. Gérard l'a laissé ruiné financièrement et émotionnellement détruit. Charlie a fermé le dossier, son esprit explorant déjà les possibilités. Je dois contacter ce César Murphy. C'est déjà prévu, a dit Joe en glissant un morceau de papier sur la table. Il attend depuis des années que quelqu'un s'en prenne à Gérard. Il aidera comme il peut. Charlie a passé le reste de la journée à planifier ses premiers pas.
Il s'est rendu dans un garde-meuble de l'autre côté de la ville et a loué un local sous un faux nom, en espèces et avec une fausse pièce d'identité fournie par Joe. Là, il a établi une base opérationnelle où il pouvait travailler à l'insu d'Amber et de Gérard. Ce soir-là, Gérard est passé à la maison. À l'improviste, soi-disant pour vérifier l'état de Charlie. Charlie observait par la fenêtre de la cuisine Gérard et Amber discuter en privé près du camion de Gérard, leur langage corporel intime et conspirateur. Lorsque Gérard entra, il arborait son habituel masque d'amitié inquiète. « Comment vas-tu, partenaire ?» Prenant les choses au jour le jour, Charlie répondit en offrant une bière à Gérard. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de prendre des congés. » « Absolument. Tout ce dont tu as besoin. En fait, j'espérais que tu pourrais gérer un gros projet qui est arrivé aujourd'hui. Un promoteur veut que nous défrichions un terrain de 40 hectares en dehors de la ville pour un nouveau lotissement. C'est un contrat de 6 mois d'une valeur d'environ 800 000. Les yeux de Gérard s'illuminèrent d'une avidité à peine dissimulée. Je pourrais certainement m'en charger pour toi. Je te donnerai le temps de faire ton deuil correctement. Charlie hocha la tête, sachant qu'il venait de donner à Gérard exactement ce qu'il voulait, un accès illimité aux ressources de l'entreprise et une raison légitime de déplacer du matériel lourd. Ce que Gérard ignorait, c'est que Charlie avait inventé le projet de toutes pièces et qu'il surveillerait chacun de ses faits et gestes. Chapitre 3. La vérité profonde. La conversation téléphonique de Charlie avec César Murphy révéla toute l'étendue du stratagème de Gérard. César, aujourd'hui sexagénaire et agent de sécurité de nuit pour joindre les deux bouts, avait perdu son entreprise de construction, sa maison et sa femme à cause des manipulations de Gérard 8 ans plus tôt. C'est un prédateur, expliqua César au téléphone, la voix lourde d'une vieille douleur. Il cible les hommes qui réussissent avec ce qu'ils convoitent, généralement de l'argent ou des biens, et il s'approche suffisamment pour les détruire de l'intérieur. Votre femme, ce n'est probablement pas sa première complice. Que voulez-vous dire ? Gérard avait aussi une relation avec ma femme. Il l'a montée contre moi, lui a fait croire que je lui cachais de l'argent, que je ne l'appréciais pas. Elle l'a aidé à accéder à nos comptes, a même signé des documents, transférant la propriété de nos biens. Quand tout s'est effondré, elle a compris ce qu'il avait fait, mais il était trop tard. Charlie a senti un frisson le parcourir. Que lui était-il arrivé ? Accident de voiture. 6 mois après la disparition de Gérard avec tout. Frein lâché sur une route de montagne. La voix de César était amère. La police a parlé de panne mécanique, mais le moment était bien choisi pour Gérard. Les femmes mortes ne témoignent pas. L'instinct militaire de Charlie s'est enflammé. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Gérard était potentiellement un tueur qui éliminait les témoins et les détails. J'ai des preuves, dit Charlie prudemment. Suffisamment pour prouver la fraude et le vol. Mais j'ai besoin de tout savoir sur ses méthodes, ses agissements. Le rire de César était dur. Les preuves ne l'arrêteront pas, fiston. J'avais des preuves aussi. Gérard a des relations. Des avocats véreux, des fonctionnaires corrompus, des gens qui font disparaître des preuves pour de justes sommes. Ce n'est pas qu'un voleur. Il fait partie d'un réseau. Au cours des 3 jours suivants, Charlie a approfondi son enquête avec l'aide de Joe Medina. Ils ont découvert les liens de Gérard avec une organisation criminelle sophistiquée spécialisée dans l'usurpation d'identité, la fraude financière et, si nécessaire, la recherche de solutions permanentes pour les témoins problématiques. Le réseau comprenait Tommy Carvey, qui blanchissait de l'argent grâce à ses opérations de prêt sur gage, et Reginald Becker, un avocat corrompu spécialisé dans la manipulation des procédures judiciaires. Le plus troublant était le lien de Gérard avec Léon Benjamin, un homme officiellement mécanicien, mais soupçonné de plusieurs accidents suspects impliquant des défaillances de frein et des dysfonctionnements mécaniques. Charlie comprit qu'il ne combattait pas qu'un seul homme. Il se battait contre une organisation qui avait perfectionné l'art du meurtre financier. Mais ils avaient commis une erreur cruciale, ils avaient sous-estimé le fils d'Harold Martin. Charlie commença alors à mettre en œuvre ce qu'il appelait en privé l'opération Footlocker, du nom de la source de son éveil. Grâce à ses contacts militaires et à ses relations dans le secteur de la construction, il se forgea un réseau d'alliés. Sa première recrue fut Tyler Knight, un ancien expert en explosifs des forces spéciales qui travaillait désormais dans la démolition. Tyler avait servi sous les ordres de Charlie en Afghanistan et lui devait la vie après que Charlie l'eût porté sur 3 kilomètres à travers le territoire ennemi avec une jambe brisée. La seconde recrue fut Norman Pike, un expert comptable réputé pour son incorruptibilité absolue.
Norman avait aidé Charlie à mettre en place les systèmes financiers de l'entreprise de construction des années auparavant et s'était toujours méfié des suggestions financières de Gérard. Le troisième était Rudy Cole, enquêteur fédéral du réseau de lutte contre la criminalité financière, spécialisé dans le suivi des opérations de blanchiment d'argent. Rudy montait un dossier contre le réseau de Gérard depuis des mois, mais ne disposait pas de l'accès interne que Charlie pouvait lui fournir. Le plan de Charlie était élégant par sa complexité. Plutôt que de simplement démasquer Gérard et Amber, il allait retourner le réseau de Gérard contre lui tout en protégeant les preuves et les témoins que l'organisation de Gérard chercherait à éliminer. La première phase consistait à fournir à Gérard de fausses informations sur le projet fictif d'aménagement du territoire, ce qui lui permettrait de commettre des vols plus importants et plus traçables, tandis que Charlie documentait tout grâce à des caméras cachées et à une surveillance financière. La deuxième phase consistait à manipuler les relations au sein du réseau criminel de Gérard, les retournant les uns contre les autres en faisant croire à chacun que les autres préparaient une trahison. La troisième phase consistait à converger et à exposer simultanément l'ensemble du réseau à de multiples forces de l'ordre, tout en empêchant Gérard de disparaître ou de riposter. Mais Charlie traversa une quatrième phase qu'il ne partagea avec personne, une justice personnelle pour les années de trahison et la menace qui pesait sur sa vie. Gérard et Amber paieraient leur trahison d'une manière qui irait au-delà des conséquences juridiques. Alors que Charlie finalisait ses préparatifs, il appela Amber depuis son entrepôt. « Chérie, j'ai pensé à ce voyage dans le Colorado. Rendons-le spécial. Louer un chalet à la montagne, par exemple. S'évader de tout. » « Ça a l'air génial, » répondit Amber. Et Charlie perçut la fausse chaleur dans sa voix. « Qu'en pensais-tu ? Et le mois prochain ? Laisse-moi le temps de conclure ce gros projet que Gérard gérait. » Ce qu'Amber ignorait, c'est que le chalet isolé que Charlie prévoyait de louer serait le lieu idéal pour la confrontation finale. Isolé, privé et loin de toute aide lorsque la vérité éclaterait enfin. Chapitre 4. Le réseau contre-attaque. Le plan de Charlie dissimula sa première complication lorsque Joe Medina appela pour lui annoncer une nouvelle urgente. Ils accélèrent leur calendrier, dit Joe, la voix tendue. J'ai intercepté les communications entre Gérard et Reginald Becker. Il prévoit de tout déménager en 2 semaines, pas en 6 mois. Charlie sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qui a changé? À ce que je sache, quelqu'un l'a prévenu d'une possible surveillance. Gérard a pris peur. Et quand il est pris de peur, les gens disparaissent définitivement. Charlie réfléchissait à toutes les implications. Si Gérard passait à la phase d'élimination de son plan, Charlie et les témoins étaient en danger immédiat. Et Amber? C'est ça qui est intéressant. D'après ce que j'ai compris, Gérard prévoit de l'éliminer aussi. Elle en sait trop, et elle devient émotionnellement instable. Apparemment, elle parle de se retirer du plan, peut-être de vous tout avouer. Charlie a eu un instant d'espoir, mais il l'a rapidement anéanti. Le changement d'avis potentiel d'Amber était trop faible, trop tard. Elle avait fait son choix 18 mois plus tôt, en grimpant dans le lit de Gérard. Je dois aller plus vite, a dit Charlie. Tyler est-il prêt? Tyler est là. Mais Charlie, ces gens ont déjà tué. Gérard n'est plus seulement un prédateur financier. Il est devenu bien plus dangereux. Ce soir-là, Charlie a mis en place un protocole d'urgence dont il espérait ne pas avoir besoin. Il a activé un système de surveillance sophistiqué que Tyler avait installé au domicile, au bureau et dans le véhicule de Charlie, avec bouton d'alarme et localisation GPS. Si Gérard tentait de le contrer, au moins il y aurait des preuves. Charlie a également transféré la plupart de ses liquidités sur des comptes auxquels Gérard n'avait pas accès via les canaux financiers établis par Norman Pike. S'il ne survivait pas à la phase suivante, au moins Gérard ne tirerait pas profit de sa mort. Le piège a commencé à se refermer le lendemain matin lorsque Gérard est arrivé au bureau de Charlie avec de faux documents transférant la propriété de Martin & X Construction à une société écran contrôlée par Gérard. Je déteste aborder le sujet si tôt après les funérailles de mai. Gérard a dit avec une sympathie toute naturelle, mais ce nouveau projet de développement nécessite une restructuration fiscale. Il me faut juste votre signature sur ces documents. Charlie fit semblant de lire les papiers tout en activant le système d'enregistrement que Tyler avait intégré à son bureau. Chaque mot, chaque geste était enregistré à plusieurs endroits. On dirait que ça te donne beaucoup de contrôle, dit Charlie prudemment. Le masque de Gérard glissa légèrement. Ce n'est que temporaire, partenaire. Une fois le projet terminé, nous restructurerons selon l'accord initial. Charlie signa les documents.
Sachant que Gérard venait de commettre plusieurs crimes fédéraux devant les caméras, mais surtout, Gérard avait révélé son calendrier. Les actifs de l'entreprise de construction seraient liquidés en quelques jours. Cet après-midi-là, Charlie reçut un appel qui changea tout. César Murphy était mort, tué dans ce que la police qualifiait de cambriolage. Mais les contacts de Joe Medina en Arizona confirmèrent ce que Charlie soupçonnait déjà. Rien n'avait été volé, et César avait été torturé avant de mourir. Il voulait savoir ce qu'il vous a dit, expliqua Joe. Ce qui signifie qu'ils savent que vous enquêtez. Charlie sentit la fureur froide familière l'envahir. Le même état émotionnel qu'il avait maintenu en vie au combat. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Gérard avait dégénéré en meurtre, et Charlie était clairement le prochain sur la liste. Ce soir-là, Charlie confronta Amber dans leur chambre, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-il, assis au bord de la table. De leur lit. J'ai pensé à vendre l'entreprise. Gérard a proposé de me racheter. » Le visage d'Amber est devenu pâle. « Vends l'entreprise. Charlie, c'est l'œuvre de ta vie. Il est peut-être temps de changer. On pourrait prendre l'argent et voyager, voir le monde. » Charlie l'observait attentivement. Gérard a dit qu'il nous donnerait la juste valeur marchande, environ 4 millions. Le soulagement sur le visage d'Amber était indéniable. Car millions était bien plus que ce qu'elle et Gérard avaient réussi à voler, et cela résoudrait tous leurs problèmes sans risque de poursuite criminelle. Que ça pourrait être bon pour nous, dit-elle prudemment. Un nouveau départ, acquiesça Charlie. Je rencontre Gérard demain pour discuter des détails. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, puisque cela nous concerne tous les deux? Acquiesça Amber, ignorant qu'elle entrait dans la phase finale du piège tendu par Charlie. La réunion organisée par Charlie ne porterait pas sur la vente de l'entreprise. Il s'agirait de mettre un terme définitif aux activités de Gérard. Chapitre 5, le point de non-retour. La réunion était prévue pour le samedi après-midi au siège social de l'entreprise de construction, un vaste complexe d'entrepôts et de parcs à matériel que Charlie et Gérard avaient construit ensemble pendant 8 ans. Ce que Gérard ignorait, c'est que Tyler Knight avait passé la nuit précédente à installer du matériel de surveillance sophistiqué dans tout le bâtiment et que la force d'intervention fédérale de Rudy Cole était postée à proximité. Charlie arriva tôt, profitant de ce temps pour effectuer les derniers préparatifs. Dans le tiroir de son bureau, facilement accessible, il rangea un Glock 19 chargé, non pas parce qu'il comptait s'en servir, mais parce qu'il craignait que Gérard ne tente de l'éliminer pendant la réunion. Les véritables armes de Charlie étaient les informations, les preuves et un filet juridique sur le point de se refermer sur tout le réseau de Gérard. Amber arriva la première, une énergie nerveuse irradiant d'elle. Chaque mouvement. Elle s'habillait avec soin d'un tailleur bleu que Charlie reconnaissait comme l'un de ses préférés, et elle observait sans cesse son reflet dans la vitrine. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle pour la 3e fois, vendant tout ce que nous avions construit. Charlie regarda sa femme, scrutant le visage qu'il avait embrassé pour lui dire bonne nuit tous les soirs pendant 15 ans. « Je suis sûr de beaucoup de choses maintenant, dit-il doucement. Gérard arriva pile à l'heure, accompagné de Tommy Carvey et d'un autre homme que Charlie ne reconnaissait pas. Un individu mince, au regard froid, qui avait l'allure d'un homme à l'aise avec la violence. L'instinct militaire de Charlie identifia immédiatement l'étranger comme une menace. « Charlie, ravi de te voir, » dit Gérard avec sa fausse chaleur habituelle. « Voici Léon Benjamin, mon conseiller d'affaires. Il est là pour m'aider dans la transition financière. » Charlie sentit son sang se glacer. Léon Benjamin, l'homme soupçonné de multiples accidents mécaniques. Gérard avait amené un tueur à ce qui était censé être une réunion d'affaires. La conversation commença normalement, Gérard présentant les documents qui transféreraient la propriété de l'entreprise de construction à sa société Écran pour les $4 convenus. 1 million. Mais Charlie remarqua que Léon se postait près de la sortie du bureau, et que la main de Tommy Carvey restait étrangement près de la poche de sa veste. Avant de continuer, dit calmement Charlie. Je pense qu'il y a des choses dont nous devons discuter au sujet de l'argent qui a déjà été transféré des comptes de l'entreprise. Le visage de Gérard se figea. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Charlie ouvrit le tiroir de son bureau, ostensiblement pour prendre un stylo, mais en s'assurant que sa main était près du Glock. Je veux dire, les 2 millions de dollars qui ont été systématiquement volés au cours des 18 derniers mois. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés.
Amber parut confuse, regardant Charlie et Gérard avec une inquiétude croissante. Charlie, dit Gérard prudemment. Je pense que le chagrin affecte son jugement. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. Oh, je ne pense pas, sourit Charlie. Et ce n'était pas une expression agréable. Voyez-vous, Gérard, je sais tout des sociétés Shell, de votre vrai nom Gérard Hoffman, des 3 autres entreprises que vous avez détruites, de César Murphy, que vous avez tué 3 jours plus tôt. Il y a un an, la main de Léon Benjamin se dirigea vers sa veste, mais Charlie fut plus rapide. Le Glock apparut dans sa main avec une efficacité éprouvée, braqué sur le tueur avec une précision militaire. Je ne le ferai pas, dit Charlie doucement. Tyler. La porte du bureau s'ouvrit et Tyler Knight entra, arme au poing, suivi de 2 agents fédéraux. Le visage de Gérard devint blanc lorsqu'il réalisa que le piège s'était refermé sur lui. Gérard Hoffman. Rudy Cole annonça en montrant son badge. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d'argent et suspicion de meurtre. Mais Gérard n'en avait pas fini. Avec une ruse désespérée, il attrapa Amber et lui appuya un couteau dissimulé sous la gorge. Tout le monde recule ou elle meurt. Le cri d'Amber était une véritable terreur, et pendant un instant, Charlie ressentit une lueur de son vieil instinct protecteur, mais elle passa rapidement, remplacée par un calcul froid. Vas-y, dit Charlie doucement, sans baisser son arme. Les yeux de Gérard s'écarquillèrent sous le choc. Quoi, dis-je, vas-y, tue-la. La voix de Charlie était absolument posée. Tu m'aides à me voler depuis 18 mois. Elle t'a choisi plutôt que moi. Pourquoi me soucierais-je de ce qui lui arriverait maintenant? Le visage d'Amber devint blanc à la réalisation que Charlie savait tout et que son mari, l'homme avec qui elle avait partagé 15 ans, était prêt à la laisser mourir pour sa trahison. La main de Gérard hésita. Il avait compté sur l'amour de Charlie pour Amber comme moyen de pression, mais il avait mal évalué l'intensité de sa fureur froide. Charlie, s'il te plaît, murmura Amber. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Les yeux de Charlie ne quittèrent pas Gérard. Explique comment tu as transféré notre argent sur ses comptes. Explique comment tu l'as aidé à planifier la destruction de tout ce que j'ai construit. Explique comment tu as écarté les jambes pour lui dans les chambres d'hôtel pendant que je travaillais pour te soutenir. Chapitre 6. Le jugement commence. L'impasse ne dura qu'un instant avant que Gérard ne commette son erreur fatale. Comprenant qu'Amber ne valait rien comme otage, il la repoussa et se précipita vers la porte, espérant que Léon Benjamin et Tommy Carver pouvaient semer le chaos pour sa fuite. Tyler Knight terrassa Léon Benjamin d'un seul coup à l'épaule, tandis que Rudy Cole plaquait Tommy Carver. Gérard, 3 pas plus loin que Charlie, envoya les 2 hommes s'écraser contre les classeurs du bureau. Le combat fut bref et brutal. Gérard était fort, mais Charlie avait 8 ans d'entraînement au combat militaire et 18 mois de rage contenue pour alimenter ses mouvements. Lorsque Tyler et Rudy éloignèrent Charlie de Gérard, l'homme qui avait détruit 3 autres vies était inconscient et saignait de multiples fractures au visage. Tu vas mieux, demanda Tyler avec une satisfaction sombre. Charlie baissa les yeux sur ses jointures ensanglantées et n'éprouva aucune satisfaction. Seulement la froide certitude que ce n'était que le début. Pas encore. Les agents fédéraux emmenèrent Gérard, Léon et Tommy menottés. Mais l'attention de Charlie était focalisée sur Amber, assise par terre, le visage ruisselant de larmes. Charlie, s'il te plaît, dit-elle en sanglotant. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'avais peur. Et Gérard m'a convaincu que tu me cachais de l'argent. Et arrête. La voix de Charlie transperça ses explications comme une lame. Arrête, tout simplement. Il s'agenouilla à sa hauteur. Assez près pour qu'elle seule puisse entendre ces mots. Tu avais 18 mois pour venir me voir. 18 mois pour me dire la vérité. Au lieu de ça, tu l'as aidé à voler tout ce pour quoi j'avais travaillé, et tu l'as laissé préparer mon assassinat. Je n'étais pas au courant du meurtre. Je jure que je n'étais pas au courant. Charlie scruta le visage de sa femme, cherchant le moindre signe de la femme qu'il avait aimée. Peut-être que tu ne l'étais pas, mais tu étais au courant du vol. Tu étais au courant de la trahison. Et tu as choisi de continuer à l'aider jusqu'au moment où tu as compris que tu risquais d'en subir les conséquences. Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. Voilà ce qui va se passer. Tu vas probablement aller en prison pour 5 à 10 ans pour complicité de fraude. À ta sortie,
tu découvriras que tous nos biens communs ont été légalement transférés hors de ta portée. Le visage d'Amber devint blanc. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Vois-tu, pendant que tu étais occupé à planifier ma destruction, je documentais la tienne. Chaque virement illégal, chaque signature falsifiée, chaque mensonge au banquier, tout cela prouve ta participation volontaire au stratagème de Gérard. Charlie se dirigea vers son bureau et en sortit un épais dossier. Les papiers du divorce étaient déjà déposés. Les documents de protection des biens déjà notariés. Le temps que ton dossier soit traité et enregistré, tu ne posséderas plus que les vêtements que tu portes. Charlie, je t'en prie. Je suis ta femme. On peut arranger ça. Charlie la regarda un long moment. Se souvenant du jour de leur mariage, de leurs anniversaires, des moments de silence où ils croyaient qu'ils construisaient une vie ensemble. Non, dit-il doucement. Tu as cessé d'être ma femme le jour où tu as choisi Gérard Hoffman plutôt que moi. Tu es désormais une criminelle qui porte le même nom de famille que moi. Et ça aussi va changer. Des agents fédéraux arrivèrent pour arrêter Amber, et Charlie les observa sans émotion lire ses droits et l'emmener. Lorsque le bureau fut enfin vide, à l'exception de Tyler et de lui-même, Charlie s'assit lourdement sur sa chaise. Et maintenant, demanda Tyler. Charlie regarda autour de lui, le voyant clairement pour la première fois depuis des mois. Les photos sur son bureau n'étaient plus que des mensonges. Des photos de lui et Amber à des fêtes d'entreprise, en vacances, des célébrations. Des monuments à un mariage mort depuis 18 mois, alors qu'ils vivaient dans l'ignorance. Maintenant, nous nous assurons que le réseau de Gérard ne puisse plus jamais nuire à personne, dit Charlie. Et ensuite, nous nous assurons qu'il ne retrouve jamais la liberté. L'enquête fédérale contre le réseau de Gérard était solide, avec suffisamment de preuves pour enfermer les principaux membres pendant des décennies. Mais Charlie avait appris quelque chose d'important de la mort de César Murphy. Le système judiciaire pouvait être manipulé. Les preuves pouvaient disparaître. Et des hommes dangereux trouvaient parfois le moyen d'échapper à la justice. Charlie n'était pas prêt à prendre ce risque. Chapitre 7. Destruction du réseau. Au cours des 3 mois suivants, Charlie démantela systématiquement l'organisation criminelle de Gérard en utilisant des méthodes allant bien au-delà des procédures judiciaires. Pendant que les procureurs fédéraux montaient leurs dossiers, Charlie appliquait sa propre forme de justice. La première phase a impliqué l'empire de Tommy Carvey's Pawn Shop, qui a servi de centre de blanchiment d'argent pour le réseau de Gérard. Charlie a utilisé ses connexions de l'industrie de la construction pour découvrir que Tommy avait fonctionné sans licence appropriée pour l'élimination des matières dangereuses. Une série de conseils anonymes aux agences environnementales a entraîné des inspections surprises qui ont révélé un stockage chimique illégal et une mauvaise élimination des déchets. Les amendes et les frais juridiques qui en ont résulté ont mis en faillite les opérations de Tommy en quelques semaines. Mais Charlie ne se contentait pas d'une ruine financière. Il voulait s'assurer que Tommy ne pourrait jamais reconstruire. En utilisant les informations fournies par l'enquête comptable médico-légale de Norman Pike, Charlie a nourri des preuves des précédentes opérations de blanchiment d'argent de Tommy aux procureurs fédéraux, entraînant des accusations supplémentaires qui portaient des peines minimales obligatoires. Reginald Becker, l'avocat corrompu de Gérard, s'est avéré plus difficile à neutraliser. En tant qu'avocat, Becker avait une connaissance sophistiquée des protections juridiques et du traitement des preuves. Mais Charlie avait Tyler Knight, et Tyler avait des compétences qui allaient bien au-delà d'eux. L'enquête conventionnelle. La surveillance de Tyler de Becker a révélé la faiblesse de l'avocat, une dépendance au jeu de hasard qui l'avait profondément endetté envers certaines personnes très dangereuses. Charlie s'est arrangé pour que Tyler s'approche des créanciers de Becker avec une proposition intéressante. Ils pourraient avoir leur argent immédiatement s'ils acceptaient d'augmenter la pression sur Becker de manière spécifique. En 2 semaines, Becker était si désespéré de payer ses dettes de jeu qu'il a commencé à voler les comptes d'entièrement de son client légitime. Lorsque Norman Pike a interrompu de manière anonyme l'association du barreau de l'État avec des preuves détaillées du détournement de Becker, l'avocat a perdu sa licence, sa pratique et sa liberté en succession rapide. Léon Benjamin, le tueur présumé, a nécessité une action plus directe. Charlie ne pouvait pas risquer la possibilité que Benjamin puisse échapper à des poursuites ou éliminer les témoins avant le procès. En utilisant les compétences acquises en Afghanistan, Charlie a commencé à traquer Benjamin, apprenant ses routines, ses faiblesses, ses habitudes. Benjamin a vécu seul dans un complexe d'appartements délabrés, a survécu à des paiements d'invalidité de son dos prétendument blessé et a passé la plupart des soirées à boire dans un bar fréquenté par d'autres ex-criminaux.
Il était paranoïaque, mais pas assez paranoïaque. Il n'a jamais remarqué la surveillance de Tyler ou la préparation de Charlie. La solution de Charlie pour Benjamin était élégante dans sa simplicité. En utilisant son accès à l'équipement de construction et l'expertise de Tyler avec des explosifs, Charlie s'est organisé pour une explosion de fuite de gaz très convaincante dans l'immeuble de Benjamin. L'explosion s'est produite précisément à 3h47, lorsque Benjamin serait dans son appartement seul et trop ivre pour s'échapper rapidement. L'enquête officielle a conclu que les conduites de gaz corrodées avaient créé un accident tragique. Le corps de Benjamin a été identifié par le biais de dossiers dentaires et l'affaire a été fermée sans soupçon. Charlie n'a ressenti aucun remords. Benjamin avait torturé César Murphy à mort et aurait tué Charlie sans hésitation. Mais Gérard lui-même est resté la cible principale et Charlie a sauvé sa vengeance la plus créative pour l'homme qui avait détruit son mariage et menacé sa vie. Gérard était détenu sans caution en attendant le procès. Installé dans un centre de détention fédéral à 40 mètres de la ville natale de Charlie. Les preuves contre lui étaient écrasantes. Dossiers financiers, conversations enregistrées, témoignages de plusieurs victimes. Mais Charlie savait que cela ne suffisait pas. Des hommes comme Gérard avaient des ressources, des connexions et des plans d'urgence. Même s'il est condamné, Gérard pourrait trouver des moyens de réduire sa peine, d'organiser une libération anticipée ou d'éliminer les menaces de sa sécurité. Charlie avait besoin de Gérard pour comprendre qu'il n'y aurait pas d'évasion, pas d'appel, pas de seconde chance. La solution de Charlie nécessitait une patience et une planification minutieuse. En utilisant des liens de son service militaire, Charlie a identifié 3 détenus dans le centre de détention de Gérard qui avaient des compétences particulières et des normes morales flexibles. Grâce à une série d'intermédiaires, Charlie s'est arrangé pour que ces détenus reçoivent un soutien financier substantiel pour leur famille en échange de garantir que le temps de prison de Gérard serait éducatif. La première leçon s'est produite lors de la 2e semaine de Gérard en détention. Gérard s'est réveillé pour trouver des photographies de Charlie dispersées dans sa cellule. Photos de Charlie en uniforme militaire. Charlie avec équipement de construction. Charlie avec Tyler Knight et d'autres hommes dangereux. Pas de menaces, pas de messages, juste l'implication claire que Charlie avait atteinte même dans une détention fédérale. La 2e leçon concernait le compte de commissaire de Gérard étant mystérieusement vidé et redistribué à d'autres détenus ainsi que des rumeurs selon lesquelles Gérard était un rat qui avait coopéré avec les enquêteurs fédéraux pour réduire sa propre peine. Dans l'écosystème de la prison, de telles rumeurs pourraient être mortelles. La 3e leçon était plus directe. Gérard a été acculé sous la douche de la prison par 3 détenus qui ont livré un message de Charlie. Ce n'est que le début. Lorsque vous arrivez à la prison fédérale, cela empire. Lorsque vous sortez, si vous sortez, cela empire. La tentative de Gérard de signaler les menaces aux responsables de la prison a été accueillie par l'indifférence. La violence pénitentiaire était courante et Gérard n'était qu'un autre criminel sans lien ni influence. Mais la guerre psychologique la plus dévastatrice de Charlie n'était pas encore à venir. Chapitre 8. Empoisonnement du puits. L'assaut final de Charlie sur le réseau de Gérard s'est concentré sur la seule chose que Gérard a appréciée par-dessus tout, sa réputation et son identité. Gérard avait passé des années à construire le personnage d'un homme d'affaires prospère, et Charlie était déterminé à brûler cette image au sol. En travaillant avec Joe Medina, Charlie a orchestré une campagne médiatique complète qui a exposé la véritable histoire de Gérard dans plusieurs États. Les journaux locaux en Arizona, au Nevada et au Colorado ont dirigé des histoires détaillées sur la carrière criminelle de Gérard Hoffman, avec des photographies de ses victimes et de leurs familles. Les histoires ont peint Gérard non pas comme un cerveau criminel sophistiqué, mais comme un prédateur lâche qui ciblait les propriétaires d'entreprises âgées et détruit les familles à but lucratif. Charlie s'est assuré que chaque article mentionnait la lâcheté de Gérard lors de son arrestation. Comment il avait tenu un couteau à la gorge d'une femme innocente et a supplié la miséricorde lorsqu'elle était acculée. Mais la campagne médiatique n'était que le début. Charlie a utilisé ses connexions de l'industrie de la construction pour garantir que la véritable identité et les antécédents criminels de Gérard devinrent de notoriété publique parmi les entrepreneurs, les fournisseurs et les propriétaires d'entreprises à travers la région. Le visage de Gérard est apparu sur les listes de non-location et les avertissements de fraude à la fraude ont circulé dans les réseaux professionnels. Charlie a également ciblé la famille de Gérard, mais avec une précision chirurgicale qui a évité de nuire aux parents innocents. La mère âgée de Gérard, qui vivait dans une communauté de retraite, croyant que son fils était un homme d'affaires prospère, a reçu des forfaits anonymes contenant des coupures de journaux sur les crimes de Gérard. Son frère arrangé, un enseignant dans un autre État,
a trouvé l'association des parents d'eux. Son école discutait de la façon de protéger les enfants des prédateurs comme Gérard Hoffman. L'impact psychologique sur Gérard a été immédiat et sévère. Les responsables de la prison ont indiqué que Gérard était devenu de plus en plus paranoïaque, convaincu que chaque nouveau détenu était un assassin envoyé par Charlie. Il avait arrêté de manger régulièrement, craignant l'empoisonnement et avait demandé la garde de protection plusieurs fois. Mais la décision la plus dévastatrice de Charlie impliquait l'atout final de Gérard, une femme du nom de Dileya Gardner, qui vivait au Montana et pensait que Gérard prévoyait de l'épouser après la résolution de ses difficultés commerciales. Gérard avait envoyé ses lettres de prison, en maintenant la fiction qu'il a été victime de fausses accusations et serait bientôt justifié. Charlie s'est arrangé pour que Dileya reçoive le dossier complet des preuves contre Gérard, y compris les enregistrements audio de Gérard et Amber planifiant la destruction financière de Charlie et l'élimination potentielle. Le package comprenait également des photographies de Gérard avec plusieurs autres femmes, des dossiers financiers montrant qu'il lui avait volé de l'argent et un profil psychologique détaillé préparé par les enquêteurs fédéraux. La réponse de Dileya a été rapide et brutale. Elle a témoigné devant un grand jury fédéral sur le complot de fraude de Gérard, a fourni des preuves de blanchiment d'argent interétatique et a convenu de coopérer pleinement avec les procureurs en échange de l'immunité. Son témoignage a ajouté plusieurs accusations fédérales au cas de Gérard et a éliminé toute possibilité de plaidoyer. Le coup psychologique final est venu lorsque Charlie s'est arrangé pour que Gérard reçoive une lettre en prison, ostensiblement d'Amber. La lettre, que Tyler avait forgée en utilisant des échantillons de l'écriture d'Amber, contenait la confession d'Amber qu'elle travaillait avec des enquêteurs fédéraux depuis des mois avant l'arrestation de Gérard. La lettre a détaillé comment Amber avait enregistré leur conversation, photographié des documents financiers et fourni au procureur des détails intimes des méthodes et de la psychologie de Gérard. Il a décrit Amber comme un informateur fédéral à long terme qui avait manipulé Gérard pour révéler toute la portée de son réseau criminel. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai. Amber faisait face à ses propres accusations fédérales et avait refusé toutes les offres de coopération, mais Gérard n'avait aucun moyen de vérifier l'authenticité de la lettre, et son état mental paranoïaque le rendait susceptible de croire le pire scénario possible. Le dernier paragraphe de la lettre était le chef-d'œuvre de la guerre psychologique de Charlie. Gérard, j'ai besoin que vous sachiez que Charlie nous connaissait depuis le début. Il planifie cela depuis des années, attendant que vous révéliez tout votre réseau afin qu'il puisse vous détruire tous en même temps. Vous ne l'avez jamais trompé. Il vous a trompé. Et maintenant, vous allez passer le reste de votre vie en prison en sachant que vous étiez déjoué par un homme que vous pensiez trop stupide pour voir à travers vos projets. La rupture mentale de Gérard a été complète dans les jours suivant la réception de la lettre. Les responsables de la prison l'ont placé sur Suicide Watch après l'avoir trouvé à essayer de s'élevant avec un câblage exposé dans sa cellule. Son avocat de la défense a demandé l'évaluation psychiatrique, mais les procureurs fédéraux se sont opposés à tout retard, faisant valoir que Gérard était en train d'éviter le procès. Charlie n'a ressenti aucune sympathie pour l'effondrement psychologique de Gérard. L'homme avait torturé César Murphy avant de le tuer, avait prévu la mort de Charlie et n'avait montré aucun remords pour aucune de ses victimes. La souffrance actuelle de Gérard était insignifiante par rapport à la douleur qu'il avait infligée aux autres. Mais Charlie n'était pas encore terminé. Il a eu une dernière leçon pour enseigner à Gérard les conséquences de la trahison. Chapitre 9. Justice finale. Le procès de Gérard a commencé par un froid du matin de février, 8 mois après son arrestation. Charlie a assisté tous les jours à procédure, assis au premier rang où Gérard pouvait le voir clairement. Il n'a jamais parlé, n'a jamais montré d'émotion, a juste regardé les preuves détruire méthodiquement n'importe quel espoir que Gérard aurait pu nourrir pour une Kiddle. L'affaire de l'accusation était écrasante. Les dossiers financiers, les images de surveillance, les conversations ont enregistré des conversations, les témoignages de plusieurs victimes et les preuves de l'implication de Gérard dans le meurtre de César Murphy ont créé un récit de culpabilité inentré. L'avocat de la défense de Gérard ne pouvait pas faire un peu plus que plaider en faveur de la clémence, affirmant que son client avait souffert de problèmes de santé mentale qui ont altéré son jugement. Charlie a trouvé une amère satisfaction en regardant le sang-froid de Gérard s'effondrer sous le poids des preuves. Le prédateur confiant qui avait manipulé tant de victimes a été révélé comme un homme pathétique et désespéré qui gémit lorsqu'il a été confronté aux conséquences de ses actions. Le procès séparé d'Amber s'est terminé 2 mois plus tôt. Elle avait reçu une peine de 12 ans pour complot en vue de commettre une fraude, un blanchiment d'argent et un parjure. Charlie avait assisté à son audience de détermination de la peine, regardant sans émotion alors que son ancienne épouse mendiait la miséricorde et prétendait être victime de la manipulation de Gérard.
Le défendeur était un participant actif et volontaire à un programme qui a causé de graves préjudices financiers et émotionnels à plusieurs victimes. Le juge avait déclaré lors de la condamnation de ces allégations de victimisation Rignolo étant donné la preuve approfondie de sa participation volontaire à des activités criminelles sur une période de 18 mois. Amber avait regardé Charlie avec des yeux désespérés alors que le BEF la conduisait. Mais Charlie n'avait rien ressenti ressemblant à l'amour ou à la compassion qui avaient autrefois défini leur relation. Elle était simplement un autre criminel confronté à des conséquences appropriées pour ses choix. Le procès de Gérard a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures avant de rendre des verdicts coupables sur les 27 chefs d'accusation, y compris le complot en vue de commettre un meurtre en lien avec la mort de César Murphy. Lors de la condamnation, la mère de Gérard a plaidé pour la miséricorde, décrivant le fils dont elle se souvenait de l'enfance, un garçon qui avait aidé des voisins âgés et excellé à l'école. Charlie a écouté sans sympathie, sachant que les prédateurs ont souvent commencé comme des enfants apparemment normaux avant de choisir des chemins de manipulation et de cruauté. La peine du juge était tout ce que Charlie espérait. À vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle pour le complot de meurtre, ainsi que des peines consécutives supplémentaires pour la fraude, le blanchiment d'argent et le racket. Gérard mourrait en prison, plus jamais libre de détruire des vies innocentes. Mais Charlie avait un dernier message à transmettre. Alors que Gérard était emmené dans des chaînes, Charlie se leva et parlait assez fort pour que tout le monde dans la salle d'audience entende. « Gérard, je veux que tu saches quelque chose. Chaque jour pour le reste de votre vie. Je veux que vous vous souveniez que vous avez apporté cela sur vous-même. Vous avez choisi de me trahir. Vous avez choisi de me voler. Vous avez choisi de menacer ma vie. Tout ce qui vous est arrivé était la conséquence directe de vos propres décisions. » Gérard se tourna pour regarder Charlie, son visage un masque de haine et de défaite. « Ce n'est pas fini, murmura-t-il. Charlie sourit. C'était l'expression la plus froide que quiconque dans cette salle d'audience ait jamais vue. Pour vous, c'est. 6 mois plus tard, Charlie a reçu des nouvelles qui lui ont apporté une profonde satisfaction. Gérard avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison de sécurité maximale, apparemment tué par des détenus qui ont découvert son histoire de ciblage des victimes âgées. Les responsables de la prison l'ont classé comme un détenu pour homicide et ont clôturé l'enquête après un examen préfuncteur. Charlie n'a ressenti aucune culpabilité dans la mort de Gérard. Il ne l'avait pas commandé ni arrangé. La justice pénitentiaire a fonctionné par ses propres règles sévères, et des prédateurs comme Gérard ont rarement survécu longtemps parmi les populations de criminels violents qui maintiennent leurs propres codes moraux. Tyler Knight a trouvé Charlie assis sur son porche arrière ce soir-là en buvant du bourbon et en regardant le coucher du soleil sur les montagnes. Entendu les nouvelles de Gérard, a déclaré Tyler, s'installant sur la chaise à côté de son vieil ami. Ouais, répondit doucement Charlie. J'ai entendu. Comment en pensez-vous? Charlie a examiné la question, examinant honnêtement ses émotions. J'ai l'impression que la justice a finalement été rendue. Gérard Hoffman a passé sa vie adulte à détruire la vie des autres à des fins lucratives. Il n'a montré aucune pitié à ses victimes, aucun remords pour ses crimes et aucune hésitation à planifier le meurtre lorsqu'il sert ses objectifs. Charlie a pris une gorgée de bourbon et a continué. Ma mère m'a toujours dit que les actions ont des conséquences. Gérard a appris cette leçon trop tard. Ils se sont assis dans un silence confortable alors que l'obscurité s'installait sur la vallée de la montagne. Charlie avait perdu une femme, un partenaire commercial et l'illusion de sécurité qui avait défini sa vie antérieure. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux. La connaissance qu'il était suffisamment forte pour se protéger et une justice exacte lorsqu'un système juridique s'est avéré insuffisant. Charlie Martin n'avait jamais été un homme qui a pardonné de la trahison ou a oublié des menaces à sa survie. Gérard Hoffman et Amber Martin avaient appris cette leçon définitivement, et leur sort sert d'avertissement permanent à toute autre personne qui pourrait considérer Charlie comme une cible facile. La guerre était terminée et Charlie avait complètement gagné. Dans les mois qui ont suivi, Charlie a reconstruit son entreprise de construction avec Tyler Knight en tant que partenaire, a établi une nouvelle vie sans mensonge et trahison qu'il avait presque détruit, et ont parfois visité la tombe de Martin pour lui dire comment son dernier message lui avait sauvé la vie. La note de May avait eu raison sur une chose. La famille était la seule chose qui comptait. Mais Charlie avait appris à définir la famille comme les personnes qui ont gagné la confiance par loyauté et prouvé leur valeur grâce à l'action, et non par des relations de sang ou des certificats de mariage. Gérard Hoffman était mort. Amber Martin purgeait 12 ans de prison fédérale.
Et leur réseau criminel avait été complètement démantelé. Charlie Martin était vivant, riche et entouré de gens en qui il pouvait avoir confiance. Absolument. La justice, a expliqué Charlie, nécessitait parfois un patient avec une longue mémoire et la sagesse de frapper exactement au bon moment. Son père lui avait appris cette leçon pendant le service militaire, et sa mère l'avait rappelé avec son dernier message. La vérité dans le casier du pied avait libéré Charlie. Libre de tromperie, sans trahison, et libre du fardeau de faire preuve de miséricorde à ceux qui ne méritent aucun. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.